Bonjour et bienvenue dans The Melting Pot, épisode 6 dédié à la 6ème saison du Doctor Who. Je vous préviens à l'avance que cette vidéo risque d'être plus longue que les autres car cette saison est la plus compliquée de toutes et nécessite une description un peu plus détaillée afin de la comprendre. Il y aura aussi de nombreux spoilers, alors préparez-vous. Nous avions précédemment fait la connaissance du nouveau casting made in Stephen Moffat, avec Matt Smith dans le rôle du 11e Docteur, de Karen Gillan dans celui d'Amelia ou Amy Pond, récemment mariée à Rory Williams, alias Arthur Darvill, qui devient officiellement un compagnon du Docteur en étant enfin crédité dans le générique. Si Amy devrait être appelée Amelia Williams désormais, ce n'est pas ce que fait le Docteur qui baptise le couple les Ponds. L'épisode de Noël 2010, Le fantôme des Noëls passés ou en anglais A Christmas Carol, est à la fois dans la continuité et à part du reste de la série. En effet, le Docteur a offert à ses deux amis un voyage de noces dans un vaisseau spatial qui malheureusement passe dans une zone de turbulence et risque de s'écraser. Le Docteur passe donc tout le temps de l'épisode à essayer de convaincre Kazran Sardik, incarné par Michael Gambon, que vous connaissez sans doute plus dans son rôle d'Albus Dumbledore du 3e au 7e Harry Potter, d'éteindre la machine qui provoque ces turbulences. L'épisode est très clairement inspiré du conte de Charles Dickens, Un chant de Noël. Kazran est un vieil homme qui déteste les autres êtres humains et les considère comme une monnaie d'échange. Si quelqu'un a besoin d'aide, il doit sacrifier un membre de sa famille qui sera cryogénisé. C'est très sympathique. Le Docteur imagine alors, basé sur le roman de Dickens, de remonter le temps et d'influencer la vie de Kazran à partir de son enfance, afin de le rendre plus gentil et de comprendre pourquoi il est devenu si aigri. Cet épisode montre toute la maestria dont les Doctor Who peuvent être capables. La magie de Noël, agrémentée d'une touche de fantastique avec des poissons volants et une histoire d'amour, il en faut peu pour oublier qu'Amy et Rory sont dans un vaisseau prêt à cracher. C'est un des épisodes que je vous conseille vivement de regarder car elle peut vraiment être pris à part du reste, tout en montrant la ténacité et la gaieté dont fait preuve le Docteur. Revenons à la saison 6. Elle est marquée par plusieurs fils rouges qui finiront par se rejoindre, comme le mystère de la grossesse d'Amelia ou la femme au cache-œil, mais dont le plus important est celui du passé de Riversong. En effet, même si elle apparaît dans plusieurs épisodes de la saison 5 et aide la nouvelle troupe du Docteur lors des événements de la Pandorica, nous n'en savons toujours rien sur elle, sauf une chose découverte dans l'épisode des Anges Pleureurs, elle est condamnée à perpétuité pour avoir tué un homme, l'homme le plus merveilleux du monde, the best man in the world. Malgré les questions du Docteur, elle refuse de dire de qui il s'agit. Nous avons cependant un gros doute sur l'identité de cette personne. Les épisodes les plus importants de cette saison sont les épisodes 1 et 2, L'impossible astronaute, première et deuxième partie, les épisodes 5 et 6, La chair vivante, première et deuxième partie, l'épisode 7, La retraite du démon, l'épisode 8, Allons tuer Hitler, l'épisode 13, Le mariage de Riversong. Cette saison est à mon avis la plus difficile à cerner et à expliquer, aussi excusez-moi par avance. En fait, le principal événement est que la saison démarre sur un double épisode dont la structure scénaristique pourrait plus tenir de l'épisode final, si ce n'est qu'il se termine sur le lancement de deux fils rouges, l'identité d'une petite fille et la mort du Docteur. La saison 6 commence 2 mois après le mariage de Amy et Rory. Ces derniers ont commencé une vie de couple normale mais sont informés des voyages que fait le Docteur via les livres ou la télévision, influençant légèrement le cours de l'histoire avec un grand H à chaque fois. Tout change lorsqu'ils reçoivent une lettre numérotée couleur bleu tardis avec une date et des coordonnées géographiques qui les mènent droit dans l'Utah aux États-Unis. Ils y retrouvent River qui elle aussi a reçu une lettre numérotée. Ils y retrouvent également le Docteur qui aurait d'après ses dires voyagé seul pendant 2000 ans de son côté avant de revenir. Devenu friand des Stetson, il les invite tous pour un pique-nique au bord du lac Silencio et souhaite ensuite les faire voyager en 1969. Ils font également la connaissance d'un vieil homme, Canton Everett Delaware, 3e du nom, qui a également reçu une lettre numérotée. Sur les rives du lac, Amy voit la silhouette d'un être, mais oublie l'avoir vu à peine a-t-elle tourné la tête. Le Docteur demande soudainement de ne pas interférer avec ce qui va arriver. Les rives du lac se fendent pour faire émerger un astronaute, dont la tenue est exacte à celle de Buzz Aldrin lors de sa marche sur la Lune. Le Docteur se dirige vers lui parle comme s'il le connaissait, et se fait soudainement tirer dessus à 3 reprises afin d'empêcher le corps du Docteur d'engager le processus de régénération. L'astronaute disparaît ensuite dans les eaux du lac comme si de rien n'était, sous le regard horrifié d'Amy, Rory, River et Canton Delaware, appelés pour brûler le corps du Docteur comme le veut la tradition chez les seigneurs du temps. Rappelez-vous, le Docteur avait fait la même chose avec le Master. Amy, Rory et River essayent de se remettre de leurs émotions en retournant au lieu du rendez-vous, mais voilà qu'ils croisent le Docteur. Ce dernier est une version plus jeune que celui qui vient de mourir, il dit avoir 909 ans, et révèle avoir lui aussi reçu une lettre bleue sans savoir qui est l'émissaire.
Les trois compagnons refusent d'avouer au docteur qu'ils ont vu sa mort et lui demandent sans rien lui dire de voyager en 1969 en s'aidant du nom de Canton Delaware pour les orienter, étant persuadés de trouver une réponse au meurtre du docteur. Je vais essayer de résumer ce qui arrive. Le TARDIS se pose dans le bureau ovale, où il rencontre le président Nixon et une version plus jeune de Canton Delaware. Amy se rend compte qu'ils sont cernés par une horde d'extraterrestres, le silence, dont la faculté de s'effacer de la mémoire de ceux qui détournent leur regard d'eux, aussi les prend-elle en photo avant de les oublier. Le président reçoit des appels téléphoniques d'une enfant apeurée que le docteur localise dans un entrepôt rempli de matériel extraterrestre. Cette petite fille est prisonnière d'une combinaison d'astronautes. Alors qu'Amy venait d'annoncer au docteur qu'elle est enceinte, elle panique en voyant l'astronaute et tire sur la petite fille avant d'hurler devant son acte, mais heureusement elle la rate. Cet épisode pour le moins sombre et choquant est celui qui a enregistré un record d'audience dans toute l'histoire de la télévision britannique. L'impossible astronaute deuxième partie se déroule 3 mois après les événements de la première partie. Delaware est désormais un agent spécial qui pourchasse River, Amy et Rory, qu'il tue froidement, tout en enfermant le docteur dans une prison faite d'un matériau indestructible dans la fameuse zone 51 qu'on dit réputée pour faire des expériences cachées par l'État. Il s'agit en vérité d'une ruse afin de se protéger du silence dont les espions sont partout. Ils ont en effet envahi la Terre grâce à leur pouvoir hypnotique. La nouvelle troupe a également trouvé le stratagème de se faire une marque sur le corps dès qu'ils voient un silent, puis de s'implanter une puce de communication qui leur sert de mémo vocal. Pendant que le docteur part traficoter les commandes d'Apollo 11, qui en 1969 s'apprête à décoller pour rejoindre la Lune, Amy et Canton Delaware explorent tous les orphelinats afin de retrouver d'où vient la petite fille au scaphandre. Amy finit par découvrir la chambre de l'enfant, qui découvre avec stupeur également qu'elle figure sur la plupart des photos, avec une enfant dans les bras. Malheureusement, elle se fait tout de suite kidnapper par les Silents après avoir vu une femme munie d'un cache-œil sortir de nulle part, le reste de la troupe arrivant trop tard. La fillette en profite, elle, pour s'échapper du scaphandre et s'enfuir. Delaware a pour sa part tiré sur un Silent, qui leur avoue qu'il contrôle la Terre depuis l'âge de pierre et que si les humains veulent gagner, il faudrait qu'ils tirent à vue sur eux. Delaware enregistre ses aveux, les envoie au docteur qui les ajoute à la retransmission télé de l'alunissage, un événement regardé par la Terre entière qui reçoit le message et tue tous les Silents à vue. Amy est également retrouvée, mais le docteur remarque un mystère. Le scanner du TARDIS est incapable de voir si elle est ou non enceinte, comme elle le prétend. Quant à la fillette qui s'est échappée, un sans-abri la retrouve à New York, 6 mois plus tard, alors qu'elle est en train de mourir d'épuisement. Mais elle trouve le moyen d'y remédier. Elle se régénère comme un seigneur du temps. Les épisodes 3 et 4 sont relativement sympathiques et suivent un schéma normal. Le premier avec Hugh Bonneville en pirate, Lord Grantham de Downton Abbey, dans une malédiction inspirée du Pirates des Caraïbes. Et le second où l'âme du TARDIS est momentanément volée et incarnée dans le corps d'une jeune femme, qui ressemble d'ailleurs un peu physiquement à une sorte de Bellatrix Lestrange, mais en plus sympathique, ce qui occasionne des dialogues savoureux entre elle et le docteur. Les épisodes double 5 et 6, la chair vivante, redonnent des informations sur la suite de la possible grossesse de Amy qui s'avère toujours en suspens. Celle-ci ressent des douleurs dans le bas-ventre, mais pourtant elle est encore plate comme une lémande. Le docteur se pose sur Terre au XXIe siècle, dans un monastère reconverti en usine où sont utilisés des gangers, abréviation de doppelgangers, des doubles faits de chair et possédant tous les souvenirs de leur corps source qui se rebellent pour être considérés comme des êtres à part entière. C'est grâce à cette rencontre avec ces créatures que le docteur confirme ses soupçons. La Amy qu'ils connaissent depuis avant les événements des États-Unis est elle aussi un doppelganger, non enceinte, mais qui ressent les contractions de la vraie Amy qui est en train d'accoucher sous le regard attentif de la femme au cache-œil. Cette dernière faisait souvent des apparitions intempestives devant Amy sans qu'elle comprenne pourquoi. En fait, il s'agit de sa geôlière que la vraie Amy voyait et transmettait visuellement à l'autre Amy. Évidemment maintenant, le but c'est de retrouver la vraie Amy, et l'épisode 7, la retraite du démon, est l'épisode final de la mi-saison qui raconte comment le docteur et Rory vont finir par retrouver Amy et son enfant. Amy a en effet accouché d'une petite fille qu'elle prénomme Melody. Le docteur monte une armée faite d'amis qu'il s'est fait à travers le temps et l'espace, que nous découvrons en même temps. On a le Sontaria Instrax, la silurienne Madame Vastra et sa compagne humaine Jenny, ainsi que le trafiquant à la peau bleue Dorium Moldovar que nous avions déjà aperçu dans quelques épisodes, afin de mener un assaut contre le vaisseau où Amy se trouve. Seule River refuse d'y participer car elle explique que c'est le jour où tous connaîtront son identité et qu'elle ne peut pas interférer.
La femme au cache-œil qui a enlevé Amy et Melody s'appelle Madame Kovarian. Elle dirige une armée qui affronte celle du docteur. Ce dernier gagne haut la main, de manière un peu trop facile d'ailleurs, permettant à Rory de pouvoir enfin rencontrer son enfant. Madame Vastra découvre alors que l'enfant a un double ADN, mi-humaine, mi-seigneur du temps. Le docteur émet alors l'hypothèse que Melody a été conçue au bord du Tardis lors de la nuit de noces de Amy et Rory, influençant sur la génétique de l'enfant. Ils sont interrompus par Madame Kovarian, qui leur annonce qu'elle les a bernés 2 fois de suite avec la même ruse, une fois avec le corps d'Amy, et une autre fois avec le corps de Melody, qui au même instant se dissout dans les bras d'une Amy horrifiée. Melody a été kidnappée et servira d'arme contre le docteur comme cela a été prévu. Alors qu'ils sont tous en pleurs, River arrive enfin. Le docteur la réprimande de ne pas être venu les aider et elle essaie tant bien que mal d'expliquer qu'elle ne devait pas être là. Une dispute s'ensuit où le docteur exige de savoir qui elle est, mais finit par comprendre tout seul. Ému, il part retrouver la trace de Melody, laissant River avec Amy et Rory qui eux aussi exigent de savoir qui elle est. Attention, spoiler, l'explication qui suit révèle l'identité de River Song, aussi si vous voulez regarder la série et vous laisser une surprise, sautez ce passage. Attention, prêt, partez. River demande à Amy de regarder attentivement un petit mouchoir brodé qu'une gardienne d'Amy lui avait offert, en décrivant le prénom de sa fille, Melody Pond, dans le langage de son peuple, le peuple de la forêt Gamma. À part, normalement, Melody devra s'appeler Melody Williams, mais Amy trouve que ça fait trop prof de géographie comme nom, donc elle préfère Melody Pond. Pour le peuple de la forêt Gamma, la seule source d'eau qui existe est la rivière, en anglais river, afin de jouer avec le sens anglais de pond, qui signifie étang. Quant à la mélodie, c'est aussi le synonyme de chant pour le peuple de la forêt Gamma, ce qui donne en anglais song. Melody Pond et donc River Song. La seconde partie de la saison 6 commence avec le 8e épisode, Allons tuer Hitler. Si vous trouviez déjà tout cela compliqué, eh bien vous n'avez encore rien vu. J'avoue n'avoir toujours pas compris pourquoi impliquer cette histoire pendant le Troisième Reich. L'épisode revient sur l'enfance de Amy et Rory qui ont une meilleure amie d'enfance, Mels. Cette dernière raffole des histoires d'Amy à propos de son raggedy docteur et croit elle aussi en son existence. Mais elle est également une casse-cou qui n'hésite pas à défier l'autorité et chercher des noises partout, et Amy doit souvent la sortir du pétrin. Mels est enfin une amie fidèle qui fait réaliser à Amy que Rory est amoureux d'elle, car cette dernière croyait qu'il était gay pour toujours traîner avec 2 filles. De retour dans le présent, Amy et Rory, devenus adultes et mariés, cherchent à contacter le docteur en faisant des crop circles dans des champs afin d'attirer son attention pour avoir des nouvelles sur l'enlèvement de leur fille. Les crop circles, ce sont ces figures géométriques qui apparaissent miraculeusement dans les champs, souvent interprétées comme des messages extraterrestres ou des traces d'atterrissage de vaisseaux spatiaux. Ça n'arrête pas et le docteur apparaît. Mais voilà que Mels débarque dans une voiture volée, car son rêve était de rencontrer le docteur qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de voir pour ne pas s'être rendue au mariage. Si au départ le docteur est flatté de susciter autant d'intérêt, il déchante vite quand Mels braque un flingue sur lui et kidnappe les 3 amis pour le forcer à faire un voyage dans le temps en pleine Allemagne nazie, parce qu'elle trouve l'idée fun. Sans trop entrer dans les détails de cet épisode particulièrement étrange et que je n'apprécie pas énormément, je dirais simplement que Mels avait pour but de tuer le docteur et qu'elle réussit, qu'elle s'est fait tirer dessus par Hitler mais qu'elle se met à se régénérer en River Song devant le trio abasourdi qui comprend alors que Melody a été nommée ainsi en l'honneur d'elle-même. Nous avons ici un paradoxe, que le docteur va lui faire changer sa personnalité psychopathe pour avoir été entraînée à devenir une tueuse par Madame Kovarian, si bien qu'elle va tomber amoureuse de lui et utiliser tout son pouvoir de régénération pour lui sauver la vie. En remerciement, le docteur va l'envoyer au 51e siècle afin qu'elle soit hors de portée de Madame Kovarian et qu'elle puisse commencer une nouvelle vie. Il lui remet également son carnet bleu et elle devient étudiante en histoire pour être archéologue. Lors de leur séjour à Berlin, le quatuor fait également la connaissance d'un T-Selecta, un robot humanoïde qui change d'apparat à sa volonté et dirigé par une police spatio-temporelle miniaturisée. À la base, ils étaient venus pour le dictateur, mais vont finalement s'attaquer à River, car elle est en train de ficher le bazar en plein Berlin. Le docteur apprend par cette police que River va le tuer le 22 avril 2011, faisant de ce moment un point fixe dans le temps, chose qu'elle n'a pas encore fait à l'époque.
Nous avons ensuite 2 épisodes relativement calmes. Dans le 9, le trio vient au secours d'un petit garçon qui a peur des monstres dans son placard. Et l'épisode 10 explique le jour où Amy a été abandonnée dans une zone de quarantaine par le docteur et Rory suite à une erreur de calcul. Il la retrouve 36 ans plus tard, vieillie, furieuse, sauvage. Telle une Robinson Crusoe de l'espace, elle a dû s'adapter à son environnement et elle en veut beaucoup au docteur de l'avoir laissé tomber. L'épisode 11 place le trio bloqué dans un hôtel dont il est impossible de sortir, entouré d'autres personnes qui disparaissent dès qu'ils trouvent la chambre où se trouve leur plus grande peur. À la fin de cet épisode, le docteur décide de ramener Amy et Rory chez eux, de peur que leur trop grande confiance en lui ne les perde. Il décide de repartir seul et de faire une tournée d'adieu, croisant le chemin de Craig, un ancien humain, chez qui il avait été colocataire dans la saison précédente. En fait, le docteur essaye d'éviter le plus possible le temps de sa mort qu'il connaît désormais et tâche, lors du dernier épisode de la saison, le mariage de Riversong, de savoir pourquoi il doit mourir s'il ne peut y échapper. Il apprend que l'ordre du silence veut l'empêcher d'atteindre son véritable lieu de mort, Trenzalore, en le tuant avant, afin d'éviter qu'une prophétie s'enclenche. Cette prophétie est la suivante. Dans les vastes plaines de Trenzalore, à la chute du 11e, lorsqu'aucune créature vivante ne pourra mentir ou s'abstenir de répondre, une question sera posée. Si au départ le docteur refuse de se rendre au lac Silencio, il finit par s'y résoudre en apprenant la mort de son vieil ami, le brigadier Lethbridge Stewart, ancien chef de UNIT et présent comme compagnon dans bon nombre d'aventures de la première série de Doctor Who, comme Sarah Jane Smith. Le docteur met tout en place en envoyant les lettres et va pour se faire tuer. Au même moment, nous voyons Riversong, qui était toujours en sécurité au XXIe siècle, se faire retrouver par Madame Kovarian et enfermée dans la combinaison d'astronaute. C'est ainsi qu'elle se retrouve en face du docteur au lac Silencio contre son gré. Mais refusant d'agir sur un point fixe du temps, elle le fige au 22 avril 2011 à 17h02. Toute la chronologie se retrouve chamboulée, avec le docteur qui se fait interroger par le saint-empereur romain Winston Churchill. Pour éviter de raconter tout l'épisode qui lui aussi est très compliqué, je dirais que Moffat réutilise le pouvoir d'Amy de se rappeler des gens qu'elle aime comme elle l'avait fait la saison précédente avec Rory et le docteur, et que ce dernier arrive à convaincre River de remettre le temps en marche en l'épousant. Il lui souffle alors à l'oreille son véritable nom et ils s'embrassent, le contact physique permettant au temps de redevenir normal. Au lac Silencio, River tue le docteur. Quelque temps plus tard, Amy et Rory sont retournés chez eux et River vient leur rendre visite, alors qu'elle vient de vivre l'épisode du labyrinthe des anges, vécu pour nous dans la saison 5. Elle révèle que pour chaque événement vécu, elle se rappelait et n'interférait pas, puis elle avoue à sa mère que le docteur n'est pas mort. En effet, s'il lui a dit son nom, il lui a également demandé de regarder son œil. Le corps du docteur est en fait je vous le donne en mille, un T-Selecta. Mettant en scène sa fausse mort, il espère ainsi se faire oublier pendant un temps. Mais la question de Trenzalore reste toujours en suspens et nous apprenons laquelle. Docteur Who. Comme vous pouvez le constater, cette saison est réellement compliquée et bien que sa trame soit originale et riche en rebondissements, elle n'est pour moi pas très stable. En effet, plusieurs choses clochent, ce qui n'était pourtant jamais arrivé jusque-là. La moins grave de toutes, je dirais, c'est que nous avons d'abord l'introduction des amis du docteur, Strax, Vastra et Jenny, que nous n'avions jamais vus, mais qui sont relatifs à son passé. On a une rapide petite explication pour dire comment il est allé les chercher, mais nous ne savons rien de leur rencontre, ce qui est une contradiction avec le fait que la série se base sur la ligne temporelle du docteur. Donc on aurait dû les connaître avant, d'autant plus qu'ils vont devenir des personnages récurrents. Pour faire simple, on dirait qu'on nous impose 3 personnages qui étaient nécessaires sans s'enquiquiner à nous dire d'où ils viennent. Mais c'est le moins grave. Ensuite, le deuxième problème, c'est la mort même du docteur. Dans le premier épisode double, le corps est brûlé. Or, dans le dernier épisode, nous apprenons que c'est un T-Selecta, une machine, avec des gens dedans, dont le docteur. Ils ont cramé le docteur alors? Non, on passe dessus et on fait comme si de rien n'était. Il se fait également tirer dessus dans la première version, mais dans la deuxième version, c'est pour de faux, alors que la première version est déjà une mise en scène, sauf que nous l'apprenons à la fin. Donc là aussi, ça cloche. Autre truc qui cloche, c'est que Amy et Rory apprennent que le docteur peut se régénérer, chose qui n'avait jamais été évoquée avant. On peut certes dire qu'ils l'ont su hors caméra, mais c'est un peu faible comme explication. Enfin, nous apprenons l'existence d'une meilleure amie du couple, Melz, alors qu'elle n'a jamais été évoquée avant, bien que par plusieurs fois l'enfance de Amy a été évoquée, et où seule Rory figure. Si au moins elle avait été citée au détour d'une conversation, ça aurait été un peu plus logique.
Peut-être a-t-elle modifié le temps à partir de sa naissance, ce ne figure donc pas dans la première version de la vie d'Amélia, celle que nous avions vue jusqu'à présent, mais ce n'est pas précisé, donc finalement on ne sait pas. C'est ce que j'appelle moi des faiblesses scénaristiques, dans le sens où on nous explique les choses de manière rapide comme un tour de magie, mais que si on revient dessus, les liens sont difficiles à faire et très légers, et ça nous donne l'impression que Moffat est en mode je suis le réalisateur et le scénariste, je fais ce que je veux, fuck it. Bien sûr, cela est mon avis, et je trouve que malgré tout, cela fut une saison très riche, trop riche peut-être, principalement constituée de retours dans le temps sur la propre ligne temporelle du Docteur, nous enlevant une certaine stabilité. C'est une originalité qui heureusement s'explique et se comprend si on s'attarde dessus, mais elle peut définitivement perdre notre réflexion au passage. Pour résumer, nous pouvons dire d'une part, Amy a rencontré sa fille avant même de se savoir enceinte, qu'elle lui a entre autres tiré dessus. D'autre part, que le docteur a épousé la fille de Amy et Rory alors qu'elle a été enlevée depuis la naissance pour devenir son meurtrier. Et enfin, Mélodie, la fille de Amy et Rory, a grandi avec ses parents encore enfants tout en devenant une machine de guerre. C'est un peu compliqué quand on dit ça comme ça. Heureusement, le prochain épisode parlera de la saison 7, qui elle aussi joue sur les lignes temporelles, mais a une trame moins compliquée. Par contre, préparez-vous à sortir vos mouchoirs pour pleurer. D'ici là, portez-vous bien, et à bientôt peut-être.